Tout tourne. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Momentum Show. Cette semaine, épisode un peu particulier. En fait, épisode très particulier. C'est pas un épisode solo, même si ça a l'air de ça, pas mal, I guess. Ça fait un petit moment quand même que j'essayais de trouver une thématique. Pas de trouver, mais que j'essayais de faire un podcast un peu plus, tu sais, comment survivre à l'été. Puis il y a quand même beaucoup d'articles si vous êtes dans le monde du fitness depuis un certain temps ou que vous êtes juste ces médias sociaux pas mal impliqués dans le monde de l'entraînement. Il y a beaucoup d'articles qui sont sortis récemment sur comment survivre à l'été, comment adapter son training à l'été. Parce que il y a quand même beaucoup de monde qui vont s'entraîner pour l'été d'une manière plus ou moins consciente. Dans le sens que les gens vont commencer à s'entraîner un petit peu moins l'été. Puis bizarrement, les périodes, pas la période la plus achalandée, mais une des périodes les plus achalandées, c'est comme juste avant l'été. Fait que tu sais, janvier, mars, avril, c'est vraiment là que le monde rentre en fou au gym. Puis évidemment, il y a les fêtes qui jouent de quoi. Mais les gens vont souvent le toffer un peu avant l'été. Puis après ça, l'été, ils vont se slacker off. Puis évidemment, il y a plusieurs façons d'adapter ça. Il y a plusieurs façons de faire ça pour pas perdre tous tes fameux gains, pour rester fit, pour faire ça. Fait qu'il y a beaucoup d'articles qui sont sortis là-dedans. Puis je considérais que j'avais quand même quelque chose à dire un peu de moyennement, d'un petit peu pertinent là-dessus, sauf que j'en avais pas assez à dire pour faire un podcast solo. Puis je voyais vraiment difficilement une entrevue avec quelqu'un pour parler, tu sais, uniquement de ça, même si c'était ça l'idée. Puis j'ai pas trouvé personne non plus, ces médias qui se spécialisaient vraiment là-dedans, tu sais. Puis je pense pas que c'est une niche très logique de te spécialiser dans ça non plus. Fait que j'ai décidé de vous faire un podcast spécial cette semaine où est-ce que j'étais allé chercher plein d'articles de blog de différents auteurs dans le monde du fitness, principalement québécois, dans le monde de l'entraînement, principalement québécois. Puis j'ai essayé de sortir un peu tout ce que j'aimais beaucoup là-dedans pour vous donner 10 petits trucs pour survivre à l'été, pour rester en shape cet été. Avant de commencer, le Momentum Show de cette semaine ne vous est pas présenté par Strong Coffee, il vous est présenté par, là j'ai montré mon café à Cam, mais j'ai comme caché le logo, il vous est présenté par le Caféier à Trois-Rivières pour une raison vraiment hyper simple qui a absolument aucun rapport avec Strong Coffee, mais qui est entièrement ma faute, qui est, j'ai oublié de dire à John que j'avais plus de café. En plus, ce qui est vraiment très drôle, c'est que John a pris la peine, merci man, merci d'être un adulte John, je l'apprécie. John a pris la peine de me le demander comme au début du mois en me disant « Hey Alex, ça fait un petit bout, tu sais, est-ce que tout le café est correct? » Je dis « Oh ouais, tout est beau, tout est beau. » Évidemment, j'avais pas rechecké. Puis, fait que non, j'ai plus de café Strong, puis c'est entièrement de ma faute. Fait que le Momentum Show de cette semaine ne vous est pas présenté par Strong Coffee. Il vous est présenté à la place par le Caféier à Trois-Rivières. Si vous êtes dans le coin, sérieusement, ils font vraiment du bon café aussi. Allez faire un tour là-dessus. Vous pouvez quand même vous rendre sur Strong Coffee, parce que j'ai fortement, ils ont de la merch, ils ont du bon café. Momentum 10 encore une fois. Mais pour rester un petit peu dans la thématique du café cette semaine, je suis allé au café tantôt, puis j'ai pris un café glacé, ce qui est vraiment, vraiment très bon. Puis peut-être pour rester dans la thématique, puis vous faire un petit disclaimer en même temps, dans le dernier podcast solo que j'avais fait, qui remonte à quasiment 2 mois, j'avais parlé que je commençais un mois sans caféine. Ben pas sans caféine, parce que j'en ai bu un peu, mais j'ai vraiment drastiquement diminué mes apports. Tu sais, j'ai tout le temps tourné à 2 journées près. Dans tout le mois, j'ai été à 100 mg de café par jour. Quand je partais à 400, fait que j'ai coupé du 3/4 ma consommation. T'sais, j'ai eu des petits symptômes de sevrage, là, juste pour vous donner une idée, genre des petits maux de tête et des affaires de même. Puis là, c'est fini. Puis j'ai recommencé à ça. Tantôt, d'ailleurs, j'ai repris pour la première fois depuis un petit bout une boisson énergisante. Pour le mois, en fait, je pense que c'était la première vraie boisson énergisante que je prenais. On est... vous, ça va sortir genre la dernière de juillet, quelque chose comme ça. Fait qu'on est la dernière de juillet. Fait quand même un petit bout. On n'est pas, moi je suis la semaine avant, là, mais quand même, bref, 1 mois et demi sans boisson énergisante, puis je m'en suis claqué une tantôt. Puis là, je suis allé me rechercher un café, mais il est décaf. Sauf que j'ai appris quelque chose tantôt aussi. J'ai pris un café glacé au caféier, puis le gars, il m'a mis de la crème glacée là-dedans, fait qu'il y a vraiment beaucoup de sucre dans mon café. J'ai essayé de dire, est-ce que c'est possible de pas mettre de crème glacée? Il m'a dit non, pas vraiment, parce que sinon ça allait faire comme vraiment beaucoup de mousse, puis ça allait pas être bon à ce qui paraît. Fait que j'ai un café glacé avec de la crème glacée, bourré de sucre, puis je viens de m'entraîner, il y a peut-être 20 minutes, j'ai fini, puis je viens de prendre une boisson énergisante. Fait que ça se peut que je sois légèrement speedé, en sachant que je suis beaucoup plus sensible aux stimulants que je l'étais avant. Fait que je m'excuse, je vais peut-être être intense, mais c'est pas grave, on va essayer de faire ça, ça devrait être quand même cool pareil. Pour rester dans la thématique, parce que c'était ça l'idée avant que je parte sur mon trend de café aussi, là. Mais non, sérieusement, si vous êtes à Trois-Rivières Café, ils font vraiment, vraiment du bon café, puis ça vaut la peine d'être checké aussi.
Pour rester dans la thématique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti 10 points que je vais essayer de jaser avec vous aujourd'hui sur l'été, comment s'adapter à l'été, puis comment rester en shape cet été. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur un peu de perdre leurs acquis, qui ont peur de perdre leur forme ou qui savent pas trop comment l'ajuster. Fait que je me suis dit que c'était pertinent à cette période-ci. Puis tu sais, à l'époque où est-ce que c'est l'été, c'est un peu plus relax, le monde commence à être moins branché sur les réseaux sociaux, ce qui est tout à fait legit, ce que vous devriez faire, ce qui va être comme notre premier conseil en fait, je pense, qui passe à la liste, mais le monde commence à décrocher un peu des médias sociaux, fait que je trouvais ça plus logique d'y aller avec un podcast qui devrait être très court, à chaque fois que je dis ça, je fais des longs podcasts, mais qui devrait être un peu plus court, un peu plus léger, fait que juste 10 petits trucs que je voulais regarder avec vous. C'est majoritairement pas mon contenu, c'est pas moi qui est amené à ça, même à la base, ce que je voulais faire, c'est sortir un podcast un peu comme un peu un supplément à la semaine prochaine, où est-ce que je voulais juste sortir en bonus. Mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est que sérieusement, la recherche de ça a été beaucoup plus corsée, elle a été beaucoup plus compliquée à faire qu'initialement prévu, parce que ouais, je suis parti beaucoup sur une trend de parenthèse, j'espère que ça vous dérange pas trop. La recherche a été beaucoup plus longue que prévu parce que j'ai cherché, puis je tombais tout le temps sur des maudits conseils génériques, genre comment rester fit cet été, entraîne-toi, tu sais. Comment rester fit cet été, genre bois moins d'alcool, mange moins de crème glacée, puis t'es comme ah ouais, no shit, bro, tu sais, c'est ce que tu veux. Puis, fait que je voulais des trucs un peu plus poussé, un peu plus applicable, un peu plus concret. Puis ça l'a demandé vraiment beaucoup plus de travail, ça l'a demandé beaucoup plus de recherche pour arriver à quelque chose d'un peu plus concret. Fait que je suis tombé à 3 sources externes, autres que moi, qui composent la majorité des points. Je pense que j'en ai 2 ou 3 que c'est moi qui ai rajouté. Fait que vous avez un podcast qui est principalement externe à mon propre contenu. Le premier que j'ai sorti, c'est le blog Clean Life d'Abigail Hopkins, qui a un nom un peu intense, mais elle a sorti une couple de trucs qu'elle avait sortis pour ses clients à elle, puis je trouve ça quand même cool, toutes les activités qu'elle a amenées, puis tous les points, fait que je vais vous amener. Le deuxième, c'est mon bro, Jacob Hamel, Quantum Training. Si vous le connaissez pas, vous devriez définitivement aller faire un tour sur sa page Jacob. Ce gars-là est une mine d'informations, c'est l'enfer s'il connaît. Jack est totalement obsédé par l'hypertrophie, puis la masse musculaire en général, puis comment développer des muscles. C'est vraiment une des meilleures sources d'informations en termes d'entraînement tout court, je pense, au Québec. Le deuxième, c'est une couple d'articles qui ont été publiés sur le site de mon bro Jacob Hamel. Puis le troisième vient d'une source que vous connaissez peut-être un peu moins parce il n'a pas été sur le podcast encore, mais si vous êtes québécois, vous connaissez probablement FD Fitness, qui est la plus grosse compagnie d'entraînement pas mal au Québec. Sur leur blog à eux, puis leur couple d'affaires, j'ai une couple d'articles qui venaient d'eux que je trouvais vraiment intéressants. Fait que c'est mes 3 sources principale d'information pour vous donner des petits cues pour mieux survivre à l'été cet été, pour mieux rester en shape cet été. Fait que la première affaire peut-être un prélude un peu au podcast, ce que j'aimerais vous amener, c'est que les gens vont souvent voir l'été comme étant pas nécessairement un obstacle, mais ils vont pas la voir comme étant une opportunité vraiment de progresser. Les gens vont moins s'entraîner, l'alimentation va être un peu moins optimale, ils vont boire un petit peu plus d'alcool. Fait que c'est qu'il y a quand même plusieurs raisons de prendre une débarque, mais restez pas juste focusé sur les raisons de prendre une débarque. Essayez de voir un peu plus toutes les opportunités que l'été peut vous amener. Puis c'est le premier point qui a été amené par le blog Clean Life, justement, le premier, c'est qu'il y a beaucoup d'occasions cet été pour démontrer ta shape, dans le sens que tu vas avoir des plages, des fêtes à piscine, tu vas avoir des barbecues, des festivals, peu importe. Fait que l'été, entre guillemets, il y a plusieurs occasions qui sont montrées par ça, puis les gens sont souvent nerveux avec ça. Fait qu'il y a plusieurs activités que vous pouvez faire pour quand même rester en shape cet été que vous ne pouvez pas faire l'hiver si vous êtes au Québec. Fait que vraiment bien profiter de l'été. La première, c'est con, mais c'est pas con en fait. Ça commence simple, mais c'est important que ça rentre dans la tête de monde. C'est vraiment d'aller jouer dehors, principalement au Québec, sérieusement. Il y a tellement plein d'activités qui sont pas possibles l'hiver. Puis l'été, ça passe relativement vite. Je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire ça. Fait qu'il y a plein d'opportunités qui sont amenées par l'été. Puis les gens, là, je vise peut-être plus les crossfitters en particulier, mais c'est correct, il y a une majorité de crossfitters qui écoutent ça. Tu t'entraînes d'un entraînement fonctionnel, c'est ce qui différencie principalement ton entraînement des autres styles d'entraînement. L'idée d'être fonctionnel, c'est d'applicable à la vie externe, right? C'est d'applicable à la vie de tous les jours. Fait à quoi bon faire du fucking CrossFit 10 mois par année si t'es pas capable d'utiliser ta condition physique à l'extérieur? Si t'es pas capable d'aller faire du kayak une couple de fois, si tu prends pas le temps de le planifier. Puis tu sais, bon Dieu, c'est dans la pyramide de Glassman, tu sais, c'est parmi les trucs qui a sorti. Le petit top en haut que vous avez, c'est jouer à des sports, tu sais. Fait que c'est vraiment important de transférer votre entraînement à l'extérieur, d'en profiter puis de jouer à ça. Puis t'es pas obligé d'être dans un gym tout le temps pour faire ça, tu sais. Tu peux aller
t'entraîner ou profiter pleinement de l'activité physique dehors par des activités qui ne sont pas normalement. Le kayak, la course à pied, le vélo, il y a plein d'occasions qui sont amenées justement par l'été pour en profiter. Puis là, je vous ferai une petite parenthèse personnelle là-dessus. Personnellement, l'été, je modifie mon entraînement pas mal tout le temps de 2 façons. Cette année, ça a été un petit peu différent parce que j'ai été stupide puis que je me suis cassé le poignet. Fait que là, ça a considérablement modifié mon entraînement. Je vais sauter à un autre point qui est mon point 9 tout de suite. Fait qu'on fait 1 à 9. Je m'excuse. On n'a pas besoin d'ordre dans la vie. Qui a besoin de structure? Mon 9e point, c'était vraiment ça. Normalement, moi, ce que je fais, c'est que je lâche mon entraînement. Je diminue je diminue considérablement mes entraînements puis mon temps passé en salle d'entraînement l'été. Puis la raison est vraiment simple, c'est qu'il fait beau dehors. Il y a plein d'autres affaires à faire où est-ce que tu peux faire ton cardio. Fait que je garde vraiment toute la partie lifting. Je vais juste faire ça, puis je vais réduire ma fréquence un peu. Fait que normalement, je vais tomber... C'est sûr que là, les autres années, je suivais la planif d'haltéro un peu, fait que c'était un peu différent. Mais là, cette année, je la suis un peu moins parce que je me suis cassé le poignet, justement. Fait que j'ai plus fait un gros cycle de rehab. Mais normalement, on tombe en muscu puis en cycle d'intensification l'été un peu, nous autres. Fait qu'on garde les gros lifts, puis... on garde juste les gros lifts, on garde juste les lifts majeurs, ce qui fait que les entraînements réduisent considérablement. On s'entend, là, réduire considérablement pour un haltérophile, c'est que tu passes un training conventionnel de peut-être 2 heures à un training d'1 heure et quart, 1 heure et demie, fait que ça reste relativement long, mais il n'y a plus nécessairement de structural balance, il n'y a plus de WOD, il n'y a plus de cardio qui sont mis à côté. Toutes ces parties-là, moi, ce que je fais, c'est que je les sors puis je les fais dehors. Fait que je les applique d'une différente façon. Fait que ouais, c'est important de comprendre que mes objectifs, il n'y a pas de compétition de CrossFit. Puis ça pourrait être un autre point qui pourrait être amené par le point numéro 1, justement, c'est de comprendre que si tu fais du CrossFit, tu peux aller jouer dehors dans des compétitions assez régulièrement. Là, même au Québec, il est rendu à quasiment une compétition à chaque semaine de CrossFit. Fait que c'est ça, c'est une autre occasion d'appliquer ta condition physique qui n'est pas amenée par la saison conventionnelle. Ouais, il y a des compés d'hiver, mais il y en a considérablement moins que l'été. Fait que ça, c'est un premier point. Mais pour revenir à ça, moi, ce que je fais vraiment, c'est que je sors toutes les bouts de cardio puis je mets ça à l'extérieur. Puis même avec mes clients, en fait, surtout avec mes clients, la majorité des trainings vont se passer dehors. Ils vont faire un peu de lifting en dedans, 15-20 minutes en dedans. Puis après ça, dès que c'est fait, on sort dehors. Pluie, pas pluie. Je sais pas par exprès s'il y a des orages, là, mais généralement, la majorité des trainings l'été vont se passer dehors. Puis je pense que c'est important parce que s'entraîner dehors, ça a un impact considérable sur le... En fait, j'avais une amie qui travaillait là-dessus à maîtrise. Elle travaillait sur la santé mentale puis le bien-être chez l'enfant, puis elle voyait des corrélations vraiment claires. Fait que plus que les enfants passaient du temps dehors à faire des activités physiques, ben, il y avait tendance à... Je ne me rappelle plus c'est quoi le paramètre qu'elle mesurait, mais les enfants avaient tendance à être plus heureux puis à être... En tout cas, paramètre psychologique positif inséré ici, là, j'ai oublié c'est lequel, mais généralement, c'était associé à un meilleur bien-être psychologique de passer du temps dehors. Fait que ça, c'est une belle occasion l'été d'aller chercher ça. Principalement au Québec, où est-ce que peut-être comportementalement, c'est beaucoup plus dur à faire à moins 40. T'sais. Fait qu'il y a plein d'affaires qui sont mises comme ça. Personnellement, ce que je fais, c'est que je switch toutes les WOD, comme je vous ai dit. À moins que j'aille... Je suis le gars influençable dans un gym, fait qu'à moins que j'ai 3-4 personnes qui me disent « Hey Alex, on fait un WOD, embarques-tu avec nous? » Là, ou que je vais sûrement dire oui. Mais sinon, je sors toutes les WOD, j'en planifie plus. Puis ce que je fais, c'est que je me déplace. Je me prévois des courses, en fait. Puis là, la raison est vraiment simple, c'est que je suis rendu avec un chien. Puis le chien a besoin de bouger considérablement. En fait, ma blonde a un chien. Moi, j'ai pas de chien, mais... on essaie de se séparer l'enfant du mieux qu'on peut. Puis le chien... On a un boxeur, fait que c'est un chien qui est considérablement actif, fait qu'il a besoin de beaucoup bouger. Fait que quand il y a des trainings, c'est un peu ridicule que je fasse des trainings de course à l'intérieur sur un tapis, mettons, quand j'ai un chien qui va être vraiment désagréable s'il va pas courir au moins 15-20 minutes. Là, fait que souvent, ce que je fais, c'est que tous les trainings de course que j'avais sont remplacés par des trainings avec le chien où est-ce que je vais courir dans le bois avec le chien. Des fois, j'ai essayé un peu le canicross. C'est le fun, mais je pense qu'il faut que tu drilles ton chien un peu à le faire parce que c'est le fun quand le chien te tire et que tu vas vraiment plus vite que ce que tu irais normalement à la course. T'sais. Puis nous, il est moins habitué un peu à ça. Fait que le canicross, c'est pas une réussite malade. Mais allez, je vais courir dans le bois avec le chien, c'est la première chose que je fais parce que si je le fais pas, le chien va être tannant. Fait que c'est une raison vraiment plus comportementale. De 2, des entraînements extérieurs avec l'équipe de BSwing où est-ce que vous pouvez sortir vos affaires. C'est aussi une belle occasion d'essayer divers sports puis de les compter dans tes entraînements, que ce soit du paddleboard, que ce soit d'aller essayer des trucs à l'extérieur. Fait que ça peut vraiment être important. Je suis en train de vraiment, vraiment déborder sur mon point. Puis je suis pas mal sûr qu'il y a personne qui écoute ça qui fait « Ah mon Dieu, mais c'est donc une révélation. » Mais sérieusement, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, puis les autres points vont être un peu plus rapides, mais il y a beaucoup de monde qui néglige vraiment cet aspect-là.
de l'entraînement, juste prends le temps d'aller jouer dehors, va te faire du fun. Si tu as une compé et que tu vas être compétitif à une saison, ben oui, reste spécifique à ton training, évidemment, mais pour la majorité des gens, profites-en, va jouer dehors, fais-toi du fun. Peu importe ce que tu fais, tant que tu bouges, c'est good enough. Là. Ça, c'est la première affaire à comprendre. Là. La deuxième affaire, qui va probablement virer en point aussi personnel, parce que j'ai un conflit d'intérêt assez marqué là-dedans, c'est un point qui était aussi amené par le blog Clean Life, mais je pense qu'il est vraiment important. Je pense qu'il est vraiment important. Puis encore là, c'est pas un de ces points que personne va faire. Oh mon Dieu, c'est une révélation, c'est donc important. Mais manger local, sérieusement, ça peut vraiment. L'été vous ouvre plein de portes au niveau alimentaire. Au Québec, l'hiver, oui, on a des serres intérieures, évidemment, mais c'est vraiment pas la même chose. C'est plus dur de manger local, ça se fait plus difficilement. Puis prenez le temps, sérieux, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont à l'épicerie parce que c'est pratique, mais prenez le temps d'aller voir vos fermiers locaux parce que j'entraîne beaucoup de fermiers. Là. C'est comme, je fais des jokes en disant que je suis comme l'entraîneur spécialisé en fermier, mais c'est comme pas voulu, mais à chaque jour que j'entraîne des gens, j'ai normalement quelqu'un qui est impliqué comme fermier directement ou qui est dans le monde comme agricole. Fait que je suis beaucoup impliqué dans ce monde-là, puis tu sais, bon Dieu que c'est. Je te parle pas de Monsanto, je te parle pas des grosses entreprises mondiales, là, mais ton petit fermier local, là, bon Dieu que c'est pas évident comme job, sérieusement, c'est des chiffres. Il travaille tout le temps à l'été, là, c'est du 7-7, 12 heures par jour, non-stop, constant pour t'amener une qualité de fruits ou légumes. Il n'y a personne qui se met riche, puis ouais, là, il y a différents types de fermes, je comprends, mais si on reste purement dans les fruits et légumes, il n'y a personne qui se met riche en vendant des fruits et légumes. Okay? Ça te demande de la main-d'œuvre, ça te demande beaucoup de main-d'œuvre, ça te demande de l'équipement, de la machine, de la grosse machinerie, normalement, peut-être un petit peu moins en fruits et légumes, mais il y a quand même une grosse notion de machinerie qui est là. Tu as des installations, tu as beaucoup de stuff, il faut que tu prépares ta récolte, fait que c'est beaucoup de temps. Puis je te dis pas qu'ils font pas d'argent, mais je te dis que si tu fais un ratio temps investi versus retour monétaire, c'est pas la business que tu vas prendre pour te mettre riche. Là. C'est pas la meilleure idée. Puis pour cette raison-là, c'est vraiment important parce qu'on vote avec notre argent, de manger local. Puis je vais être super honnête avec toi, je comprends pas pourquoi les gens ne mangent pas local. Je sais que c'est difficile à faire parce que c'est moins convenient, entre guillemets, c'est moins accessible parce que quand tu t'en vas à l'épicerie, c'est ça le concept d'une épicerie, c'est comme tout est lié à la même place. Mais tu sais, généralement, là, quand tu vas chez ton fermier local, la qualité est meilleure, puis le prix est plus bas. Fait que c'est assez difficile d'un point de vue comme consommateur de justifier pourquoi est-ce que tu irais encore à l'épicerie quand tu peux avoir accès à ça. T'as pas à le faire parfaitement, t'as pas à tout magasiner dans un kiosque, mais il reste le fait que tu devrais peut-être tendre un peu plus vers ça, ta santé, tes papilles vont t'en remercier. Ça peut vraiment être quelque chose. Fait il y a beaucoup d'aliments qui sont produits au Québec l'été qui sont juste merveilleusement bons. Tu sais, je pense aux fraises du Québec. À Trois-Rivières, si vous êtes dans le coin, il y a la fraisière Buisson qui est à Saint-Louis-de-France, qui est vraiment pas si loin que ça de Trois-Rivières. C'est juste ridicule. Ce qu'ils produisent, c'est juste merveilleusement bon. Sinon, pour tout ce qui est plus la ferme horticole Gaudreau aussi ils ont 3 serres, je pense, qui produisent non-stop. Fait plein de petits légumes, les cocombes, les affaires. On a les cocombes, les tomates cerises qui sont vraiment malades aussi. On a vraiment des bons fruits et des bons légumes au Québec qui sont produits localement. Puis les gens ont tendance à être moins conscients de ça, peut-être un peu plus conscients, mais à vraiment moins aller de l'avant. Fait que ça, c'est vraiment une belle opportunité au niveau alimentaire de mieux manger puis d'avoir du plaisir en même temps que de profiter des bons aliments qui sont là. Ça peut vraiment être quelque chose de super intéressant. Fait que ça, c'est notre deuxième point. Puis notre troisième point nous amène un peu en lien avec ça, c'est qu'au niveau purement culinaire, il y a d'autres options qui sont amenées, fait que plus en termes de cuisine, qui sont pas si compliquées que ça. Je viens de la Beauce, je viens d'une famille... je viens pas d'une famille de chasseurs, mais j'ai quand même beaucoup de contacts en Beauce qui sont des chasseurs, fait que je connais le barbecue, je connais la bonne viande, fait que pour cette raison-là, il y a quelque chose de plus merveilleux un peu qu'un barbecue ou qu'un grill pour faire cuire de la viande l'été. C'est vraiment moins courant, je veux dire, c'est pas impossible, mais c'est vraiment moins courant puis moins thématique ambiance l'hiver à faire, tu sais, je comprends ça. Mais de la bonne viande, des bons légumes bien grillés sur le barbecue, ça peut être hyper bon, sérieusement. Puis il y a moyen de faire ça très très santé sans bourrer de sauce ou bourrer d'huile ou bourré de plein d'affaires. Fait que ça peut être hyper bon au goût, puis ça peut être hyper bon. Fait que ça, c'est une autre opportunité qui est amenée par l'été. Puis, peut-être un petit conseil aussi. Ça fait un peu un point avec le deuxième, mais tout ce qui est légumes, entre guillemets, d'été, pas légumes, mais salade un petit peu plus d'été, les gens prennent pas le temps souvent de découvrir les différentes options qui se font en termes de salade d'été. Puis, généralement, avec les fruits et légumes
locales, c'est vraiment des petites... Ben, vous avez des recettes plus compliquées, là, je vous dis pas que ça ne l'est pas, là, mais tu sais, vous avez des recettes qui sont beaucoup plus faciles puis très, très accessibles qui vous permettent de non seulement découvrir des aliments du Québec, mais très, très facile à faire des salades d'été. Fait que ça, je suis pas un cuisinier, fait que je vous recommande vraiment pas de vous inspirer de moi pour ça, mais ça peut être quelque chose qui vaut un petit Google des fois parce que vous pouvez vraiment préparer beaucoup de repas très faciles avec des trucs hyper frais, hyper bons en genre 20-30 minutes en faisant une petite salade rapido. Fait que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Je vous invite fortement à aller checker ça. Puis c'est notre troisième point. Ça va bien, sérieusement, je commence à reprendre d'avance sur mon intro Neverending de tantôt. C'est vraiment pas un café glacé, sérieusement, mais bon Dieu que c'est sucré. Fait que ça, c'était comme un peu plus ma première partie, que je vous avais sorti les 3 premiers points qui sont comment, entre guillemets, profiter de l'été. Parce que l'été t'ouvre d'autres occasions. Là, on va tomber dans une autre partie qui est survivre. Qui est survivre à l'été. Fait que là, c'est... En tant qu'humain, on a tendance à être peut-être un peu moins conscient, un peu moins motivé l'été. Puis c'est tout à fait normal. Il y en a qui vont moins s'entraîner. Puis il y en a pour qui ça change absolument rien. Puis c'est bien correct. Fait que là, les autres points sont des cues qui viennent de différents auteurs pour vraiment appliquer concrètement dans ta vie pour aller chercher le maximum de bénéfices à l'entraînement, à l'alimentation. Puis pour vraiment... Je hais pour mourir le terme hacker, mais je pense que si j'utilise le terme hacker en ce moment, les gens vont comprendre pour hacker ton été, puis continuer à t'entraîner, puis rester en shape, puis rester fit. Fait qu'une couple de petits cues très rapides qui peuvent vous aider. Ceux-là, je devrais pas partir. Et que là, à chaque fois que je dis ça, je finis par partir sur quelque chose, évidemment. Le premier truc qui vient de mon bro encore, Jacob Hamel, c'est vraiment de planifier. Puis je vais faire du pouce là-dessus, mais c'est tellement important, sérieusement. L'été, il va se passer plein d'opportunités. J'en ai parlé un peu tantôt, des piscines, des parties piscines, des festivals, des whatever, où est-ce que vous pouvez vraiment jouer dehors. Puis beaucoup d'imprévus qui sont peut-être un petit peu moins là l'hiver, qui est un peu plus stable, tu sais. Mais juste de t'asseoir un 5-10 minutes, puis là, je suis vraiment pas dans les mots de Jacob. Mais c'est quand même son conseil. Fait que j'espère que si t'écoutes, man, que t'as pas trop honte de moi. Mais c'est vraiment de vous asseoir puis de planifier vos trucs. Ça peut vraiment, vraiment faire une grosse différence. Il y a personne qui se fait attaquer par un barbecue. Puis généralement, si tu vas avoir du monde à ton barbecue, tu vas avoir des amis, des invités, va falloir que tu le prévois un peu plus que 2 jours d'avance. T'sais. Fait que généralement, les trucs sont planifiés. Venez-vous en fin de semaine, on fait un barbecue. Fait que là, c'est pas compliqué ce que tu fais. C'est que tu le mets dans ton horaire. Puis tu t'ajustes. Fait que tu sais que si samedi tu as un barbecue puis ça va virer, ben c'est peut-être pas une bonne idée de te prévoir une grosse séance de squat le soir, tu sais. Fait que juste de t'asseoir, de planifier tes affaires, d'essayer de te trouver des petits trous pour ton entraînement. Ça, je vais en reparler un petit peu plus loin sur comment peut-être jouer avec ton entraînement un peu plus l'été. Je vais commencer à en parler, mais je vais en reparler encore un peu plus tantôt. Ça peut être vraiment quelque chose de magique. Fait que tu sais que tu as un barbecue où est-ce que tu devrais pas mal, ou tu as des terrasses ou est-ce que tu sais c'est beaucoup plus facile de l'échapper un petit peu plus. Ben tu le prévois, puis la vie continue, tu sais, je veux dire, si tu sais que ta fin de semaine va être plus dure, mange un petit peu moins la semaine, essaie d'être plus clean la semaine, puis adapte-toi pour ta fin de semaine, tu sais. Puis après ça, tu repars, puis tu retombes sur ta routine. Vous n'avez pas besoin de faire les choses parfaitement, tu sais, c'est juste de le faire un peu des fois, puis sous-estimez pas. Je vais pas le compliquer, parce qu'à chaque fois que tu compliques ce point-là, les gens sont juste mêlés, mais ça peut être vraiment, vraiment... Tu peux régler un shit ton de problèmes, man, juste en t'assoyant un petit 2-3 minutes, puis en prévoyant tes sorties, en prévoyant tes trucs, en prévoyant tes entraînements. Fait que ça ne va pas être parfait, mais sérieusement, ça peut vraiment... C'est une des habitudes les plus clés que tu peux avoir, qui peut vraiment avoir des gros bénéfices sur tes trucs. Fait que assis-toi, prévois tes trucs, ça peut vraiment, vraiment faire une grosse différence. Puis, je pense que particulièrement l'été, c'est de considérer un peu la saison, puis de considérer un peu ton environnement. Fait que c'est dans ton planning de te garder un petit peu de flexibilité. Fait que de savoir que most likely, la fin de semaine va être un petit peu plus dure. Fait que t'es mieux d'être un peu plus bas la semaine pour avoir un peu plus de jeu la fin. Je donne des exemples, là, la situation de tout le monde est différente, je comprends. Là, mais restez collé sur l'idée, pas comment je décris l'idée. Fait que de vous garder une certaine flexibilité, mettons, si vous êtes un peu plus à l'ordre la fin de semaine, ben, vous gardez une certaine flexibilité la semaine. Si vous savez que la fin de semaine, c'est plus ou moins stable, ben, rentrez vos trainings un peu plus la semaine. Fait que c'est tous des petits trucs qui vous permettent un peu de vous adapter. Fait que ça, c'est nos points. Là, on tombe dans les vraies affaires. On est déjà rendu à moitié. Ça va vite. 25 minutes. Ça va bien, ça va bien. Le dernier point, ben pas le dernier point, mais le 5e point, je pense, qui est la source de conflit majeure. La source de conflit la plus problématique, c'est l'alcool. L'alcool peut être un problème. Puis la majorité d'entre nous, on ne se prépare pas pour être en shape sur un stage de bodybuilding. Fait qu'une coupe de consommation, ça ne devrait pas être un problème. Il y a peut-être
En termes d'alcool, l'été, c'est peut-être pas l'option de pas en mettre pour la majorité des gens, c'est de choisir des meilleures sources. Fait que purement en termes de calories, puis on tombera pas dans la chimie de l'alcool parce que c'est hyper compliqué, sérieusement. L'alcool est un peu appelé souvent le quatrième macronutriment parce que les glucides, protéines, lipides, qui ont tous une valeur calorique qui leur est associée. Fait qu'un gramme de glucides puis un gramme de protéines, c'est 4 calories par gramme. Puis un gramme de glucides, c'est 9. L'alcool équivaut généralement à 7 parce que pour compter de l'alcool, tu peux pas compter l'alcool, il faut que tu comptes les grammes d'éthanol qui peuvent être reconvertis en énergie. Fait que bref, c'est un gros bordel à compter. Généralement, c'est 7 calories. L'alcool va contenir des calories. Fait qu'évidemment, d'un point de vue shape, d'un point de vue entraînement, c'est un peu moins optimal parce qu'évidemment, c'est des calories vides. Ouais, l'argument santé est intéressant dans le sens que oui, il y a certains antioxydants, mettons dans le vin rouge, ces affaires-là, mais il y en a aussi dans les fraises puis dans les baies. Fait que tu sais, probablement purement qu'en termes de calories puis d'antioxydants, t'es mieux d'y aller avec des aliments complets. Fait que oui, il y a peut-être certains bénéfices à aller vers du vin rouge puis ces affaires-là, mais ça reste relativement minime. Fait que je pense qu'en termes d'alcool, la meilleure option, c'est vraiment de prendre le moins pire du pire. Puis le moins pire du pire, purement en termes d'énergie, ça va souvent être les alcools plus fortes. Fait que ça va être, mettons, ça va être les forts, ça va être... je suis vraiment pas un énorme fan en termes d'alcool, je vous dirais. Là, je sais pas s'il y en a... Parce que souvent, les gens qui connaissent ça, c'est un peu comme le café, tu sais, le monde qui connaît ça vraiment beaucoup, là. Fait que je suis vraiment pas un gros fan d'alcool, je m'excuse. Mais généralement, c'est les forts, purement en termes de calories, qui vont contenir. Puis je vous invite fortement à aller voir la vidéo que Jacob a faite sur sa page là-dessus. Il a vraiment fait un bon vidéo sur l'alcool, puis sur comment préparer des drinks un peu là-dessus. Ça va souvent être, mettons, la vodka, le rhum, ça va être les alcools qui vont contenir un peu moins de sucre. Fait que votre meilleure option, c'est vraiment les forts par portion, mettons, ou par drink, qu'on peut l'appeler. Personnellement, je suis un gros fan de rum and coke. Ben, je suis pas un gros fan, j'ai recommencé à en boire cette année, j'ai passé comme 2 ou 3 ans, en fait, plus que ça. J'ai passé un 4-5 ans sans boire d'alcool du tout. Puis j'ai recommencé à en boire un petit peu plus cette année. Puis je suis revenu au rum and coke, fait que je suis vraiment là-dedans cette année. Fait que tu sais, je donne un exemple, mettons, un once de rhum, dépendant du type de rhum, c'est normalement une quarantaine de calories par once. Fait que si tu prends un once avec un coke zéro, ben ton drink est juste 40 calories. Tandis que une bière conventionnelle, ça va tourner, dépendant du type de bière. À mon humble connaissance, la bière la plus faible en calories, c'est la Slimane 67. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, qui contient 67 calories. À ma connaissance, ça se peut qu'il y en ait des plus basses, mais je les connais pas. Fait que si on compare, mettons, c'est quand même plus bas. Puis oui, c'est 30 calories, mais si tu en bois plusieurs, ce qui est normalement l'intention dans un party ou dans une sortie comme ça peut faire quand même une petite différence. Fait que normalement, mettons pour la meilleure, mais une bière conventionnelle à 100, 120, mais tu sais, là, tu te ramasses avec 3 fois les calories pour le drink. Fait que ça peut être intéressant. Vous avez évidemment liqueur 0 calories que vous pouvez mixer avec des affaires. Vous avez du tonic, vous avez du soda, vous avez des trucs que vous pouvez ajouter dans des drinks. Sinon, vous pouvez juste prendre le fort direct comme ça si vous êtes, si vous êtes ce genre de personne-là. Puis, fait que ça, c'est... Sérieusement, je vous résumerai pas mieux la vidéo que Jacob a faite. Je pense là-dessus, allez faire un tour sur la page de Quantum Training si vous voulez avoir d'autres options de drink qui sont sorties. Vous devriez pas avoir de la misère à le trouver. Où est-ce que toutes ces affaires-là, puis il y a toutes ces options de drink. Puis je suis pas un si gros fan d'alcool que ça. Fait que c'est probablement pas une bonne idée que je me lance dans des grosses discussions là-dedans. Mais juste retenir que généralement, vos meilleures options vont être un peu plus les forts que vous jumelez à différents ajouts, entre guillemets, purement en termes de calories. Le point que j'ajouterais, qui est un peu plus personnel, c'est que le problème avec l'alcool, selon mon humble avis, c'est pas tant l'alcool, c'est la réaction en chaîne qui est amenée par l'alcool. Dans le sens que souvent, les gens vont boire puis ils vont tomber dans un mode fuck it. Dans le sens que, tu sais, puis j'avais cette conversation-là un matin, puis je vais lier mon autre point de suite, qui était mon point 6, c'est d'arrêter d'avoir une maudite mentalité tout ou rien l'été, tu sais, en entraînement. Alors, je suis pas capable de faire parfaitement mes entraînements, ben fuck it, j'en fais pas. J'ai commencé à boire 2-3 verres, j'ai gâché ma diète, ben autant bien finir au McDo, tu sais, puis en tant que tel, sérieusement, là, les 2-3 drinks n'ont pas d'impact significatif réel. Tu sais, oui, il y a des calories, oui, il y a une coupe de calories, I get it, mais c'est facilement... Tu peux facilement passer par-dessus puis facilement t'adapter. Si tes 2-3 drinks, te font virer en décharge de calories puis que tu finis au McDo à toutes les fois, ben là, on sait qu'il y a un sacré problème, tu sais. Fait que c'est pas tant le drink, c'est plus qu'est-ce qui est amené par le drink. C'est toute la condition autour de ça. Tu sais, si t'es dans un party, dans une terrasse, sur whatever, puis dès qu'il y a de l'alcool qui touche tes lèvres, tu finis par vider 4 sacs de nachos, ben le problème, il est là. Fait que c'est vraiment d'arrêter d'attaquer
tout avec un maudit mindset de blanc-noir puis de tout ou rien. Puis je vais essayer d'être un peu plus concret dans l'entraînement puis l'alimentation après. Fait au niveau d'alcool, je vous dirais, selon moi, c'est vraiment ça le gros take-home message à faire. Fait que ça peut vraiment faire une grosse différence. En ce qui concerne l'alcool, notre 6e petit truc qui nous vient d'FD Fitness, qui est autant d'eau que de bière, pas de bière, que d'alcool. J'ai commencé à l'appliquer sérieusement, puis quand j'ai lu ce truc-là sur un de ses blogs, j'ai fait... Tu sais, c'est pas une révélation, il y a personne qui fait « Ah mon Dieu, c'est important de boire de l'eau », mais ça diminue quand même considérablement ma consommation, dans le sens, puis je trouve que l'alcool, puis là, je suis pas un expert là-dedans pantoute, mais je trouve que l'alcool a tendance à moins fesser, puis je suis pas une référence en termes de bien contenir de l'alcool, là. Tu sais, je bois vraiment comme un enfant, puis je tolère vraiment pas bien l'alcool, mais tu sais, je trouve que d'avoir un verre d'eau en même temps ou d'avoir la même quantité, tu sais, t'as pas besoin de le faire parfaitement, mais si t'as une bière, un drink, whatever, ben que t'essaies d'équivaloir purement en eau, moi, ça me faisait vraiment mieux filer les quelques fois que je l'ai fait. Fait que c'était un petit truc niaiseux, qui, si t'es une terrasse, ça se fait super bien. T'as juste à demander un pichet d'eau ou à demander de l'eau à côté. Puis, de continuer à boire de l'eau en même temps que tu bois tes drinks, c'est le truc de boire de l'eau, sérieusement. Je sais que c'est pas groundbreaking que révélation, mais personnellement, j'ai vu vraiment des bons résultats avec ça. Fait que je vous suggère quand même de l'essayer. C'est surprenant. Particulièrement si vous êtes comme moi et que l'alcool, vous tolérez pas ça particulièrement bien. Je pense que ça peut être vraiment une belle alternative. Deuxième truc qui nous vient, 7e point par exemple, qui nous vient de Jacob Hamel Quantum Training, encore une fois, que je vais ajouter peut-être une petite touche dessus, c'est d'ajouter des hits, des entraînements extérieurs qui sont faits. Je trouve que particulièrement ça s'inscrit vraiment bien dans la thématique été parce que par défaut, un HIIT, High Intensity Interval Training, c'est des trainings qui sont courts. Fait que quand tes conditions sont plus difficiles à t'entraîner, quand la logistique n'est pas optimale, bien évidemment, plus que ton training est court, plus que ça peut être intéressant. T'sais. Fait qu'un HIIT, l'été, ça peut être juste d'aller courir dehors, ça peut être d'aller sprinter dehors vraiment vite, mais pas longtemps. Par exemple, un 30 secondes avec un repos complet ou quasi complet, ou est-ce que là, tu focuses vraiment sur remettre une grosse intensité. Petit training très simple, vraiment négligé, juste d'aller faire des sprints dans une petite côte. Trouve une petite côte, monte à sprint. Si t'es pas en train de mourir, tu le fais pas correctement. C'est hyper simple, ça peut vraiment, vraiment être intéressant à faire. Des bons vieux sprints aussi, évidemment, ça peut vraiment être simple. Fait que profitez-en pour le faire dehors, ça peut être vraiment intéressant. Il y a une couple de claims qui sont faites avec ça aussi. Je ne sais pas trop où me situer avec ça, dans le sens que, ouais, il y aurait peut-être certains bénéfices sur la sensibilité à l'insuline. Peut-être certains bénéfices qui peuvent être intéressants, entre autres sa composition corporelle, mais à quel point réellement, peut-être pas. Fait que ça, c'est peut-être là. Je sais pas jusqu'où la sensibilité à l'insuline joue un rôle majeur pour la majorité des gens, mais c'est sûr que si t'es déjà hyper lean, ben, ça peut être un ajout intéressant. Fait que je te conseille pas de le faire juste parce que ça va augmenter ta sensibilité à l'insuline, mais je pense que c'est un training très varié qui peut être vraiment cool, peut être logistiquement très facile à faire aussi. Fait que ça peut être une très bonne alternative l'été de faire des hits ou ce style de training-là. Le 8e point va en lien un peu avec ce que je disais, qui, pour ton entraînement, c'est encore avec un point suggéré par Quantum Training, la majorité des articles, des points de Jake dans cet article-là viennent de son article Survivre à l'été ou comment rester en shape cet été, quelque chose comme ça. C'est que si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'article au complet. Ce qu'il suggère de faire, c'est de monter le volume, mais de diminuer l'intensité. Fait que ça, c'est vraiment le contraire, pardon. Ce qu'il suggère, c'est de monter l'intensité puis diminuer le volume. Comme ça, tous tes trainings sont beaucoup plus courts. Puis, personnellement, c'est ce que j'ai tendance beaucoup à faire. Puis, j'aurais aimé ça vous le dire au présent, sérieusement. Ça me fait un peu chier parce que là, je l'ai mentionné quand même une couple de fois tantôt, là, aussi bien d'arriver dans l'histoire. Là. Je me suis fracturé le poignet en novembre, je pense. Ouais, en novembre. Puis comme je suis vraiment quelqu'un de très intelligent, puis je suis bien cerné dans la vie, ben j'ai continué à faire de l'haltéro pendant 2 mois. Puis ça a juste solidement empiré à partir de là. Puis je me suis scrapé le poignet parce que j'étais tellement proche de mon objectif de l'année, je voulais arracher 110 kilos, qui est 242, je pense, 245-ish en livres, quelque chose comme ça. Je sais pas, je compte en kilos, là. Vous ferez bien la conversion, mais en tout cas, pour moi, c'est un snatch qui était relativement pesant. Puis en novembre, j'avais réussi à arracher mon meilleur lift officiel en compétition, c'était 100 kg, mais j'avais réussi à ressortir 100 kg quand même une couple de fois en entraînement. En novembre, on était dans une phase d'intensification, fait qu'il y avait beaucoup de lifts un peu plus lourds, puis j'avais réussi à le sortir assez souvent. Puis c'était comme c'est pas mon everyday max, parce qu'évidemment, je faisais pas juste sortir 100 kg à toutes les fois, mais j'étais assez confiant que j'étais capable de sortir pour moi dans n'importe quelle condition, un 95% plus qu'un 100%.
Fait que tu sais, je savais que mon max était plus haut, puis parce que j'étais très confiant, parce que j'avais réussi à le sortir une couple de fois aussi. Puis après ce moment-là, j'ai sorti 105 en power, qui est, pour ceux qui sont moins connaissants avec les termes de CrossFit ou d'haltéro, un power, c'est quand tu vas pas squatter complètement en bas, tu sais. Particulièrement les haltérophiles qui vont vraiment toucher au sol ou presque avec leurs fesses, tu sais, ou avec des squats à grass, mettons, c'est quand tu vas pas squatter plus bas que 90. Fait que quand tu le réceptionnes plus haut que 90. Puis en haltéro, c'est contre-productif de faire ça parce que le bout le plus dur, c'est ta dernière élévation de barre. C'est là que tu es le moins fort. Fait que c'est vraiment là que tu as moins de jambes, puis tu vas tirer un peu plus avec tes bras, ou tu vas profiter du momentum en guillemets qui a été créé par tes jambes. Fait que quand tu tires ta barre plus haut pour la majorité d'haltérophiles, c'est beaucoup plus dur. Fait que moi, j'arrive puis j'étais comme waouh, j'ai passé plus que mon record en power. Je vais essayer 110, mon objectif de l'année, en full. Parce que en pourcentage, c'est logique. Là, si on compte en termes. Avec le recul, tu sais, en termes de charge, c'est stupide. Là. J'avais fait plus que 100%, j'ai essayé 110%. En progression, il n'y a aucune logique. Mais bref, c'est ça que j'ai fait. Puis je l'ai réceptionné tout croche. Puis je l'ai pogné, pour votre information, je l'ai pogné. Je l'ai pogné en squat. Mais en compé, j'aurais fait un maillot puis je l'aurais relevé. Mais en entraînement, là, c'est une autre discussion. Là. J'ai senti quelque chose de vraiment funky dans mon poignet. Puis depuis ce temps-là, j'ai une douleur qui. Je recommence à lever tranquillement là, des power, mais je suis encore limité dans ce que je fais. Tout ça pour dire que normalement l'été, ce que je fais, c'est que moi je jack l'intensité de toutes mes lifts puis je diminue le volume. Puis même la planif d'haltéro est souvent orientée vers ça pour des raisons peut-être plus logistiques, dans le sens que nous autres, on entraîne beaucoup de jeunes, puis là, les jeunes l'été sont moins là. Fait que oui, il y a un peu de volume de squat, mais c'est principalement des gros lifts puis du spécifique à l'haltéro. Fait qu'on tasse un peu l'accessoire, on va tasser le cardio. Puis tous ces trucs-là vont être faits un peu plus dehors, vont être faits un petit peu plus à l'extérieur. Ben, les haltérophiles ne sont pas connus pour faire particulièrement de cardio, là. Mais dans mon cas, je tasse tout mon cardio puis je le fais vraiment à l'extérieur, comme j'en ai parlé un peu tantôt. Puis, qui peut être intéressant comme approche, justement, c'est de garder cette thématique-là dans votre entraînement. Ça peut être de garder juste le lifting en salle d'entraînement, puis vraiment de garder l'intensité, mais de dropper les séries. Comme ça, tes trainings vont diminuer, tu vas passer moins de temps dans le gym, ça devient logistiquement moins lourd, mais tu peux garder le même stimulus d'entraînement pour très très bien maintenir ta shape. Je m'y connais un petit peu moins avec les athlètes d'endurance, même avec les athlètes de force là-dessus, mais en endurance, en tout cas, tu peux vraiment maintenir tes acquis avec l'intensité assez facilement. Il faut que tu ailles chercher le bon stimulus d'intensité, évidemment. Mais en force, ça serait. La rationnelle tient quand même. Ça serait logique d'assumer qu'en force, c'est assez similaire comme effet. Fait que juste de garder un peu d'intensité, ben non seulement ça se peut que tu gardes tes acquis, c'est la chose la plus logique à assumer que tu vas garder tes acquis si tu t'entraînes moins. Mais ça se pourrait même que si tu n'es pas habitué à ce style d'entraînement-là, que tu ailles chercher des gains assez intéressants à switcher à cette méthode d'entraînement-là. Fait que sur le spectre, parce que les deux qualités physiques sont opposées, dans le sens que tu peux pas faire du volume et de l'intensité en même temps, parce que l'intensité, c'est la difficulté de l'effort, c'est l'intensité de l'effort. En entraînement, c'est souvent mis en charge. Ben, si je te fais faire ton 100%, tu le feras pas 10 reps, évidemment. Fait si tu es habitué un peu plus en volume, peut-être de switcher un peu plus vers l'intensité, ça peut être intéressant. Fait que de switcher ton entraînement un peu plus dans l'autre continuum, ça peut être un cue qui est assez intéressant l'été, je pense. Fait que ça peut être aussi quelque chose de super intéressant. Avant-dernier point, on arrive à ça. Celui-là de moi, je pense que c'est important d'être honnête avec nous puis de vraiment être clair sur la direction que tu veux prendre cet été. Dans le sens que si tu sais que l'été, toi, t'es quelqu'un qui tomberait plus dans du monsieur même tout le monde, qui bouge pour le fun, qui trouve ça important d'avoir une shape, qui trouve ça important d'avoir une bonne composition corporelle, ce qui est awesome, c'est bien parfait. Si toi, tu es un peu plus ce genre de personne-là, bien évidemment, ça fait du sens que l'été, tu sois moins compétitif, que tu sois moins présent en salle d'entraînement. Fait que, tu sais, c'est d'être conscient de OK, fine, qu'est-ce que tu essaies de retirer cet été? Parce que si tu tombes en phase de maintien, puis que tu essaies quand même de. Si c'est bien correct, tu devrais avoir des phases de maintien dans ton année. Tu sais. Si tu tombes en phase de maintien, ben tu n'auras pas le même planif que si tu tombes dans une grosse phase d'intensification sale. Tu sais, si tu tombes avec OK, fine, je vais essayer de maintenir mes acquis plus que progresser, ben ta stratégie va différer. Si tu continues le même plan, mais ta situation change, puis que tu continues à avoir un plan qui est fait sur, je sais pas comment le dire, là, mais qui est fait sur progresser, entre guillemets, ou n'importe quel plan d'entraînement, puis qui n'est pas fait pour maintenir, ben ça fait moins de sens. Fait que d'être très clair sur où est-ce que tu vas, puis qu'est-ce que tu fais, je pense que ça peut vraiment être quelque chose de puissant comme statut. Je vais dans cette direction-là parce que je pense que la majorité des gens qui écoutent ne sont pas des athlètes compétitifs. Ben, vous êtes peut-être compétitifs, mais vous n'êtes pas du élite niveau mondial, tu sais. Fait que je trouve ça plus logique de penser que les gens vont avoir une drop. Fait que je vais rester un peu dans cette
thématique-là. Moi, avec quoi je fonctionne avec mes clients, puis je sais qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, fait que si ça vous intéresse, volez-moi là, puis je sais pas si ça vient de quelque part, si j'ai lu ça quelque part, je m'excuse si je cite pas la source, si quelqu'un sait d'où ça vient, envoyez-moi là. Je dirais pas que j'ai inventé ça, je suis pas mal sûr que je l'ai lu quelque part, mais je m'en rappelle plus de la source. Moi, avec quoi je travaille avec mes clients, j'appelle ça des non négociables. Fait que les clients avec qui je travaille, je vais leur donner des cibles qui sont normalement très très basses à atteindre en maintien, parce que des qualités physiques, en entraînement, on a ce qu'on appelle la loi du moindre retour, qui est plus qu'une qualité physique est développée, plus qu'elle est difficile à développer. Fait que si tu liftes 500 livres au back squat, ça va être beaucoup plus dur de lifter 600 livres que si tu liftes 100 livres puis tu enlèves 200. T'sais. Même si le gap en livres est exactement le même, ben plus que la qualité physique est développée, plus que c'est dur. C'est la même affaire avec l'endurance. Si tu as un VO2 de 30, ça va être beaucoup plus facile de prendre un VO2 de 30 puis de l'amener à 40 que de prendre un VO2 de 60 puis de l'amener à 65. Parce que ça, c'est fucking bordélique. Parce que j'ai essayé de le faire puis j'ai pas réussi. Je peux vous en parler. C'est hyper bordélique de faire du gros développement de VO2 quand vous avez un VO2 qui est 60, c'est pas compétitif. Ben non, 60, c'est quand même bon, mais c'est pas olympique. Là. 70 aux Olympiques, t'as un petit. Dépendant de la discipline, on s'entend. Là. Mais 70 aux Olympiques, mettons en course, t'as un petit VO2. T'as relativement un petit VO2. Fait que développer une qualité physique, ça peut être très difficile. Mais la maintenir, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire. Fait que si tu tombes dans un sens de maintien et que tu veux maintenir ta shape, ben juste de te mettre des obligatoires au niveau alimentaire, de faire OK, je vais avoir 2 repas. Puis là, il faut que tu l'adaptes à toi, évidemment. Là, je donne des exemples. Là. Mais je vais avoir 2 repas où est-ce que j'ai une portion de viande, une portion de légumes, 2 portions de légumes à tous mes repas ou 2 repas. Ça, je fais ça tous les jours, puis je suis moins restrictif sur le reste. Ben ça peut être quelque chose d'hyper intéressant, je pense, parce que là, tu arrives avec une stratégie, puis tu arrives avec des points que tu gardes, puis tu as des cibles qui sont beaucoup plus basses. Tu n'as pas de plan ou tu n'as pas de stratégie fixe, mais tu as quand même des points que tu essaies d'attaquer puis d'aller chercher à chaque fois. Fait que c'est un peu ça le concept des non négociables que moi, j'essaie d'avoir avec mes clients. Fait que si on sort des points que tu essaies de respecter du mieux que tu peux, puis que tu essaies de les avoir tout le temps, l'idée, c'est de mettre la marche volontairement en basse. Fait que si tu t'entraînes 5 fois semaine, puis tu sais que tu vas dropper un peu, si tu t'entraînes 5 fois semaine, puis tu sais que tu vas dropper un peu, ben tu sais, fais-en 2 ou fais-en 3. Encore là, ça dépend de ta situation. Je te connais pas, fait que je pense que ça peut être hyper intéressant d'y aller comme ça. Puis t'es pas obligé d'y aller à l'entraînement, tu peux le faire à toutes les sphères, mais c'est de trouver. L'idée, c'est de trouver des sphères ou des points, entre guillemets, qui risquent d'avoir un effet domino un peu plus important. Fait que tu sais que si tu t'entraînes, si tu t'entraînes une couple de fois par semaine, ben d'aller chercher un training 2-3 fois en force, ben, tu peux probablement maintenir toutes tes charges de manière très respectable sans réel problème. Fait de monter ton intensité. Puis tu vas probablement garder ta masse musculaire aussi. Tandis que si tu fais de la pompe cet été, ben, ça peut être super bon, ça peut être ce que tu fais, mais probablement que tu n'auras pas le même maintien en force. Fait que tu ne gardes pas l'écrasante majorité de tes acquis, ou peut-être un peu moins. En tout cas, je pense que ça peut vraiment. Finalement, je me rends compte que c'est très glissant comme sujet, fait que j'embarquerai pas là-dedans. Mais je pense que c'est plus logique de switcher vers de l'intensité. On garde notre idée, puis c'est plus clair avec la direction que tu veux aller. Fait que ça, c'est hyper important, je pense, de vraiment clairement statuer où est-ce que je m'en vais avec ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'essaie d'accomplir cet été, de faire un petit step back, puis de réfléchir, qui est tellement la partie négligée de l'entraînement. Le monde ne prenne tellement pas le temps de faire ça tout le temps. Le monde sont occupés à se faire des objectifs, mais ils sont pas. Ils prennent jamais le temps, même, de juste faire un pas en arrière, de faire OK, fine. Où est-ce que je suis allé? Qu'est-ce qui n'a pas bien été? Qu'est-ce que je peux. La partie un peu plus mentale de l'entraînement, puis d'apprendre de ça, puis de progresser, puis de vraiment. C'est un apprentissage. C'est ça, ça peut être vraiment, vraiment puissant à faire, de juste faire un petit step back en arrière, mais c'est pas en lien avec mes points. Fait qu'on retourne avec mes points, mon 10e point. 10e point est un peu plus personnel parce que. On tombe-tu là-dedans? Personnellement, c'est un point que j'avais beaucoup de misère à faire, je vous dirais, parce que. En tout cas. Personnellement, je sais que quand. Avant, plus, moins là, mais j'avais beaucoup de difficultés à décrocher du fait que je m'entraînais pas. Puis c'est con parce que j'ai jamais été un athlète compétitif dans. Ben, peut-être en ultra-endurance où est-ce que j'ai été moindrement compétitif, là. Mais. J'étais plus compétitif en endurance que je suis en force, là, définitivement, là, dans une autre vie. Puis j'avais tendance à vraiment freaker quand je faisais pas mes entraînements, quand je le faisais pas parfaitement, quand la vie autour se passait. Puis dans mon cas, c'était principalement avec mon poids, sérieux. C'était pas tant en lien avec l'entraînement, c'est juste que je voulais pas comme perdre ma shape puis tout. Puis je pense que c'est important de comprendre qu'il va y avoir des normes dans ton année. C'est la première chose. Je pense que c'est vraiment important de comprendre que tu peux pas être au top tout le temps, que tu peux pas progresser tout le temps. Puis que des fois, juste de faire un petit pas en arrière, juste de t'asseoir sur tes acquis, puis d'essayer de maintenir ton poids,
hey, ou ta force, ou ta shape, whatever, ou ta condition physique, ou ton fitness en CrossFit. Mais je pense que ça peut vraiment être un objectif qui est tout à fait legit, puis vraiment, vraiment négligé. Fait que juste de pas capoter avec ça, man, c'est normal des fois que les choses n'aillent pas à 300 degrés. Fait que tombe pas dans à 300 degrés, à 300 000 à l'heure. Fait que vraiment pas besoin de tomber dans la culpabilité, vraiment pas besoin de tomber là-dedans. C'est normal, tu t'en sors bien, fais ce que tu peux dans des conditions imparfaites, puis tout va être bien correct. Man. Fait que essaye vraiment de pas amener une notion, puis je suis coupable de l'avoir fait, bon Dieu que je suis coupable de l'avoir fait, d'amener une notion vraiment pire à la situation, parce que ça l'aide pas. Ça l'aide absolument pas. Fait que ça va conclure le podcast de cette semaine. Épisode un peu particulier. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Vous pouvez m'écrire à tout moment sur Momentum à jouer, Instagram, Facebook, si vous aimez ça, si vous en voulez plus, n'hésitez pas. Si vous avez aimé ça, que je lise entre guillemets d'autres articles, je pense que j'avais 2 ou 3 points qui venaient de moi, même si je partais souvent dans des dans des interprétations de ces différents points. Mais je pense que quand même, c'était peut-être intéressant de vous lire divers parties. Vous me direz ce que vous en pensez, puis si vous avez aimé ça. Sinon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous rendre sur iTunes, sur Anchor, sur peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous laisser un petit commentaire positif, 5 étoiles, ça fait une grosse différence en visibilité. N'hésitez pas à aimer, à commenter ou à partager. Puis si jamais vous avez des invités, vous voulez... là, je suis peut-être dans une phase un peu plus été, entre guillemets, avec le podcast, fait qu'on pousse un peu moins les gros invités. Mais on va retomber là-dedans dans vraiment... En fait, c'est pas vrai. J'ai quand même une couple d'invités assez intéressants qui s'en viennent. Mais bref, je suis moins en mode full attack avec le podcast. Je vais retomber dans cette mode-là vraiment dans pas long. Fait que s'il y en a que vous avez des invités que vous voulez me suggérer, que vous pensez qu'ils sont intéressants, sérieusement, écrivez-moi sur Momentum, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Mais maintenant, fin du podcast. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Nouvel épisode du Momentum Show à chaque semaine.